12 février, il est 13 heures. Bien, merci et bonjour à toutes et à tous, chers confrères, chers amis. Merci donc de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce premier webinaire qui est organisé par le laboratoire Cronceram. Pendant une heure, nous allons prendre ensemble une pause, une petite pause déjeuner en quelque sorte, et avec notre invité qui est le docteur Elie Attali pour parler essentiellement de la CCAM. Alors, juste pour présenter rapidement Cronceram pour ceux qui ne connaissent pas bien, Cronceram c'est un laboratoire de prothèses alsacien qui est véritable leader en CFAO, conception, fabrication assistée par ordinateur. C'est un laboratoire qui est équipé d'usineuses, d'imprimantes 3D, de fours céramiques de toute dernière génération. Donc c'est un laboratoire de pointe et qui est capable en fait de nous offrir des prothèses de précision tant dans le domaine de l'implantologie, bien entendu, mais également de la prothèse adjointe, de la prothèse conjointe, et même depuis un peu plus d'un an, dans les aligneurs d'orthodontie, qui sont appelés SHIS, chez Cronceram. Voilà, mais enfin, plutôt que d'en parler, c'est mieux de voir ça en vidéo, et donc je vous propose une petite présentation vidéo sur Cronceram. C'est mieux que des mots. Alors, je vais essayer de vous lancer ça. Voilà, eh bien, donc je vous propose de commencer maintenant cette heure en compagnie du docteur Elie Attali, donc pour cette première conversation autour de la CCAM, et nous terminerons donc nos échanges sur la passion de notre confrère, qui est l'archéologie biblique. Parce qu'en fait, c'est aussi le but de ces webinars. C'est des webinars qui sont là aussi pour faire découvrir nos invités et leur passion. Donc on prendra quelques minutes en fin d'émission pour en parler. Alors, docteur Elie Attali, bonjour. Bonjour. Merci, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est véritablement une joie, une immense joie pour nous de vous recevoir à nos côtés aujourd'hui. Et cette joie a double titre. Bah, tout d'abord parce que vous nous faites l'honneur, vraiment, d'ouvrir ces rendez-vous mensuels que nous allons proposer sur un format qui se veut vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de se faire aujourd'hui en termes de webinars. C'est un format qu'on veut participatif. On veut que ça soit une conversation, que les gens puissent écrire et que je puisse, moi, en tant que quelque part intervieweur, transmettre les questions. Bien entendu, il ne s'agit pas de revoir toute une conférence en 50 minutes, mais disons de balayer comme ça les éléments les plus importants
Et donc, on est très très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui parce que voilà, vous êtes un spécialiste, pour pas dire le spécialiste des questions de la CCAM. En préparant un petit peu l'émission avec vous tout à l'heure, vous me disiez que ces 3 dernières années, c'est quelques 100 conférences environ, 100 interventions en virtuel, en présentiel ou en webinar que vous avez pu réaliser. Si on s'amusait à compter, c'est peut-être 4000, 5000, 10 000 dentistes qui vous ont déjà vu ou écouté. On va s'arrêter à 5000, c'est déjà pas mal. Donc vous êtes vraiment une icône de la profession. Donc vraiment, merci beaucoup en tout cas, Ellie, d'avoir accepté cette invitation et donc d'être avec nous pour ce webinaire. Euh, donc si je peux me permettre de vous appeler Élise donc pendant Problème, la... et on va se tutoyer également, ce sera nettement plus simple. Bon voilà, très bien, on fait la convivialité jusqu'au bout. Donc Élie, en tout cas, donc merci, ça me va très bien. Donc merci d'avoir accepté cette invitation. Et donc on démarre pour ce premier rendez-vous mensuel de nos invités et donc pour la CCM. Donc on va démarrer tout de suite. Avant de démarrer, je vais quand même te présenter à nos participants parce que certains quand même peut-être n'ont pas eu l'occasion de t'écouter, comme je le disais tout à l'heure. Donc Ellie, je dirais que tu es donc bien entendu dentiste, expert auprès de la Cour de Paris, expert et inscrit à la liste nationale des experts en accidents médicaux, hein, c'est un petit peu ça. Tu enseignes également, tu es responsable pédagogique du DU d'expertise en médecine dentaire à Paris et tu exerces dans ton cabinet dans le 13e arrondissement, tout près du parc Montsouris, si je ne me trompe pas, pour ceux qui connaissent Paris. Exactement. Voilà. Ok. À côté de ça, comme je le disais tout à l'heure, bah, tu as une passion que tu nous feras partager pour l'histoire, pour l'archéologie. Je pense que tu as un niveau d'un doctorat d'histoire tellement tu connais des choses, et en particulier sur l'archéologie biblique. Donc on verra ça tout à l'heure en images et tu nous présenteras un petit peu ce que tu fais, en particulier Avec en grand tant que plaisir. président de la fondation de la FII, la Fondation Israël Archéologie. Voilà, mais on y reviendra tout à l'heure, sans aucun problème. Commençons par le commencement. 1er janvier 2021, des nouvelles réglementations ont été mises en place donc la CCAM. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Tout à fait. Donc, bon, il n'est un scoop pour personne. D'abord, merci pour cette invitation. Merci pour cette invitation et lourde tâche de démarrer la première série d'une longue série de webinaires en tout cas que je souhaite très très longue. Merci. Donc maintenant, on attaque et on rentre dans le vif du sujet. Il n'est un scoop pour personne que qu'une convention a été signée en 2018 avec une mise en place des premiers plafonnements en avril 19, vous l'avez à l'écran. Et que s'est-il passé à partir de janvier 20? D'une part, plafonnement sur tout ce qui était plafonnement d'honoraires sur les bridges et sur les onlets composites, d'une part, et d'autre part, la mise en place d'un reste à charge zéro sur toute la prothèse amovible résine. Donc, tout ce qui est en orange, code couleur orange, c'est les restes à charge modérés. Donc, sur tout ce qui est prothèse pleurale, les bridges, deux éléments céramo-métal, un élément métal, deux éléments métal, un élément céramo-métal ou trois éléments céramo-métal passent en plafonnement avec, donc vous l'avez à l'écran, 1170, 1635 et pour un bridge, trois éléments céramo-métal remplaçant une dent autre qu'une incisive, un plafonnement France entière, donc à 1635. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est là où les honoraires de nos onlets composites ou métal non précieux étaient non plafonnés jusqu'à janvier. Depuis janvier 21, ce plafonnement est à 350 euros. Là où pour les onlets céramiques ou métal précieux, on est en honoraire libre. Voilà pour la partie plafonnement d'honoraires qui s'est mis en place, mais on a surtout un reste à charge zéro
sur tout ce qui est prothèse résine, donc plafonnement en 2021 de tout ce qui est appareil de transition, appareil définitif, je préfère le terme d'usage à définitif, ainsi que la réparation des prothèses à base résine. Entendons-nous bien, quand il s'agit de réparation résine, ça comprend également les réparations d'appareils plaques base métal, de stélite, sur la partie résine. C'est-à-dire qu'une dent se casse ou s'est décollée, c'est fracturé d'un stélite. La réparation de cette dent passe en reste à charge zéro avec des niveaux d'honoraires que vous avez pu découvrir depuis un mois qui sont absolument lamentables. Ce n'est pas une réparation du châssis. Vous changez, vous déplacez un crochet là, et un crochet soudé, là on est en réparation de châssis métallique. Et là, ne vous inquiétez pas, le plafonnement n'arrivera que dans un an. Voilà pour ces plafonnements résine. Tout ce qui est prothèse supra-implantaire, qu'on soit en prothèse initiale ou qu'on soit en réparation, pas de plafond. Et malheureusement, j'aurais tendance à dire pas de plafond pour le moment. Ok, merci pour ce bref résumé. Avant qu'on rentre un tout petit peu, je voudrais juste préciser à nos participants, pour ceux qui ne maîtrisent pas très bien la plateforme Zoom, donc vous avez une petite fenêtre en bas où il y a écrit discussion. Vous pouvez rentrer dessus et immédiatement envoyer un message écrit. J'ai un œil en même temps sur l'écran à droite et je transmettrai donc les questions à notre invité. Voilà, donc vous avez soit la possibilité de lever la main, mais mieux, écrivez directement dans discussion, vous écrivez votre message et je me chargerai de transmettre la question à notre invité. Excuse-moi de t'avoir coupé, Elie. Donc, justement, tu disais la prothèse adjointe résine, la prothèse définitive. Donc, ces restes à charge, on ne va pas les détailler, hein, vous les avez sur vos ordinateurs. Sur ces tableaux, trois colonnes, en tout cas trois colonnes qu'on va regarder, les plafonds 21, ces plafonds 21, c'est ce qui a été mis en place, donc ce sont ces plafonds qui ont été mis en place depuis le 1er janvier. Deuxième colonne, honoraires pratiqués moyenne-basse. Et pour être totalement transparent avec vous, ces honoraires moyenne-basse, ce sont les honoraires que l'on retrouve dans tous les centres de santé d'une part, ou les centres de mutualité, donc les centres de santé qui soient mutualistes ou associatifs. Et là, vous remarquez, colonne 3, que quel que soit le type d'appareil, et là on est sur les appareils de transition, vous avez une baisse, une variation de l'ordre de 30% entre les honoraires moyenne basse pratiqués en France et les honoraires plafonds qui ont été mis en place. Donc, je vous laisse faire le calcul sur vos propres honoraires. On est sur les transitions, on est de l'ordre de moins 40. Sur les appareils base résine, là où en moyenne basse, on est à moins 20, 25. Sur le montant de vos honoraires, vous allez être à du moins 25, moins 30%. Voilà pour ces variations d'honoraires. Quant aux réparations sur prothèse adjointe, c'est tout bonnement lamentable. C'est-à-dire qu'on est à 80 € la réparation d'un appareil résine. J'ose pas demander quel est le montant des tarifs pratiqués par Chronoceram ou par vos autres laboratoires, si vous avez d'autres laboratoires. Mais vous allez voir que c'est pas avec des réparations qu'on va gagner notre vie, très clairement. Oui, malheureusement. Une question sur les différents matériaux justement qu'on utilise en prothèse amovible, Valplast, PMMA et le PIC par exemple. Ça s'inscrit totalement dans la prothèse, dans Ça, cette nouvelle nomenclature? ça s'inscrit sans s'inscrire. C'est-à-dire ce que je vais vous raconter ne va pas forcément vous plaire. Je suis le messager. Tu faisais pareil. Tu faisais référence à l'archéologie. Je fais référence à l'Antiquité.
À l'époque, quand les nouvelles étaient mauvaises, on tuait le messager. Donc j'espère que je ne vais pas me faire lapider, mais je ne suis que le messager. Qu'est-ce qu'il en est de ces nouveaux matériaux, entre guillemets, parce qu'ils n'ont rien de nouveau aujourd'hui. On les utilise de manière nouvelle, effectivement, dans notre discipline. Vous avez à l'époque, vous avez à l'écran un stélite fait non pas sur châssis métal, mais sur résine pique. Les pics sont des résines, des polymères en l'occurrence, polyéther, éther, acétone. Aucun problème en termes de conformité aux données acquises de la science. Tu as rappelé mes fonctions, en tout cas mes compétences au niveau expertise. Aucun problème en termes de données acquises de la science. Par contre, si vous réalisez ce type de châssis, de grâce, n'assimilez pas ça à un châssis à base métallique, parce que du PIC, c'est tout sauf du métal. Donc, on va se retrouver avec un châssis, mais avec un châssis résine, avec les contraintes tarifaires, plafond tarifaire qu'on a vu précédemment. Donc, est-ce que ça va dans le bon sens en termes de facturation? La réponse est clairement non. Maintenant, tu me parlais des Valplast. Les Valplast sont quoi? Ce sont des résines. Donc là encore, ce sont des résines à base d'ion, alors que les résines conventionnelles sont à base de polyméthylacrylate. La position constante de la sécurité sociale par rapport au Valplast, c'est une non prise en charge. Et cette non prise en charge, de temps en temps, il l'assoit sur le fait qu'il considère que ce n'est pas des résines. Et là, si vous êtes en litige avec la sécurité sociale et que vous voulez aller un peu plus loin que l'avis abrupt d'un dentiste conseil, vous faites un appel et vous faites valoir le fait qu'un Valplast, c'est une résine à base d'union et pas à base polyméthacrylate. Et ça répond donc parfaitement au libellé CCAM. Ce que la sécurité sociale reproche, entre guillemets, aux Valplast quand elle refuse des Valplast, elle le refuse essentiellement sur l'item que vous avez à droite de votre écran. Et là, je te laisse poser une question, Thierry, concernant ces Valplast. Oui, oui, absolument. En particulier par rapport aux hackers, en fait, comment est-ce qu'on peut codifier? Est-ce qu'on a la possibilité de le faire? Il y avait une polémique là-dessus. Certains disaient que il y avait un risque d'ingestion, non? C'était pas ça? Alors, le problème du hacker, parce que le hacker, c'est pas une invention Valplast, hein, les hackers en base métal, j'en ai connu un certain nombre il y a quelques années. Aujourd'hui, j'en vois moins. Quand il m'arrive d'en voir, malheureusement, quand un patient recherche en responsabilité son chirurgien dentiste, et que s'est-il passé pour qu'il le recherche en responsabilité, qu'on soit sur du Valplast ou qu'on soit sur des châssis métal, il reproche à son chirurgien dentiste que son appareil, pendant un moment, il l'avait dans la bouche, et quelques minutes plus tard, il a retrouvé, dans le meilleur des cas, dans son estomac, et dans le pire des cas, dans les voies respiratoires. Donc, le problème du hacker, il a clairement été soulevé dès 2006 par la Haute Autorité de Santé, et le groupe de travail de cette Haute Autorité de Santé le groupe souligne que les prothèses, de par leur conception, ne doivent pas être ingérées. Il acte que ces ingestions demeurent anecdotiques, mais à ce titre-là, quand même, donc ne doivent pas être ingérées. La conception hackers n'est pas conforme aux données acquises de la science. Donc, comment coter un acte qui n'est pas conforme aux données acquises de la science? C'est un peu compliqué. Si je devais coter cet acte, je le coterais comme une dent.
en cas de litige, il est clair que votre responsabilité sera engagée. Ouais. Ok. Alors, merci, merci Elie. Bon, là, je voyais parmi les questions. Alors, bon, on a un des participants qui nous dit qu'on s'est fait hacker par la CCAM. Bon, c'est un joli jeu de mots, mais là, je pense qu'on peut Ouais, rien. il a raison. Il a raison. Je pense qu'on peut pas trop rajouter là-dessus. On a une question sur les inécorps fibrés. Alors, je sais, là, on ne les a pas évoqués parce qu'on est là sur l'adjointe, mais peut-être on peut dire un petit mot parce que c'est vrai, Un peu, c'est pas grave. au moment des INECOR, mais Ouais, je sais que vous avez plein de questions. On a 1 heure, donc notre rythme est peut-être, et mon rythme est peut-être un tout petit peu rapide. Je vous prie de m'en excuser. Vraiment, on a 1 heure. Il faut que vous soyez à 14 heures à la cheville ou au fauteuil, mais en tout cas, il va ouais, falloir ouais. bosser ensuite. Mais la question, On la garde pour tout si à l'heure sur la conjointe quand on regarde, évoquera la partie de la conjointe. voilà, si Voilà, j'oublie les réponses, tu me dis ce qu'il en est. Donc ça maintenant, marche. si vous devez coder des valplastes, qui soient hackers avec les limites Oui. que je vous ai données, à savoir, vous codez en toute conscience le fait que c'est un acte qui n'est pas conforme, donc à vous de prendre vos responsabilités. Mais si vous voulez coder l'appareil figurant à gauche de votre écran, bah, vous êtes sur un appareil 5 dents, vous avez coté un 5 dents résine. Et malheureusement, aujourd'hui, 5 dents résine, j'ai aucune raison de vous le faire passer en ornemenklature parce que ou vous battez, entre guillemets, avec la Sécu pour considérer que le Valplast est une résine et ça tombe sous le coup des plafonds, ou vous acceptez aujourd'hui le fait que bah, ce n'est pas de la résine, ce qui n'est pas vrai, et à ce moment-là, vous pourriez éventuellement le mettre en nomenclature. C'est compliqué comme la codification du hacker, du Valplast est un La peu place compliquée. Alors, pour terminer sur la prothèse adjointe, qu'est-ce que tu pourrais, parce que là c'est quand même un tableau un peu pas moi. très marrant, qu'est-ce qu'on pourrait sortir finalement en trucs et astuces? Comment est-ce qu'on peut essayer de se dépatouiller avec Alors, cette nouvelle charge? il y a pas tant de trucs et astuces que ça. Et vous le voyez à l'écran, les précautions épistolaires c'est ceinture et bretelles. Encore une fois, nous vous invitons à réaliser, si la situation clinique le nécessite, en gras et en majuscule. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est quelques cotations qui ont trait ou à des actes chirurgicaux à réaliser préalablement aux appareils amovibles, ou des actes sur ces appareils. Ces actes sont des actes qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, donc honoraires libres, devis préalable, acte et mesure, et on y va sur ces différents actes. Au niveau chirurgicaux, qu'on soit en fixe, qu'on soit en complète ou en partielle, pensez aux gingivectomies ou aux exéreses de crête flottante qui Mhm. ont des codifications qui ne sont pas hors nomenclature, elles sont non prises en charge, ce qui est une différence notable. Hors nomenclature, c'est n'existe pas. Je n'ai pas le texte pour pouvoir coder. Exemple d'un acte hors nomenclature, par exemple, l'utilisation de sédation consciente par méopa. C'est un acte qui n'existe pas à la NGAP, à la CCAM. Pour autant, c'est un acte médical qui est hors nomenclature et que vous pourrez vous faire honorer comme vous souhaitez. Un acte non pris en charge, c'est un acte qui a une codification, comme l'exérèse hypertrophie gingivale HBFA 013. J'ai un Mhm. code, mais les conditions de prise en charge, c'est pas de prise en charge. Absolument. Ouais, Donc, c'est déjà un bon truc. voilà donc 4 actes que vous pouvez réaliser. Au niveau des actes prothétiques, des réfections, des rebasages, qu'elles soient complets ou partiels, des enregistrements de position maxillomandibulaire,
encore une fois, adapter ces actes-là aux actes que vous réalisez. Il n'est pas concevable de coder ce genre d'actes non pris en charge sur la réparation, sur une réparation d'un appareil fracturé en deux. Ou plutôt, si effectivement la fracture tient au fait qu'il y a un problème d'équilibre, c'est souvent le cas de stabilité de l'appareil, vous coderez et la réparation à 80 € et la réfection de base, complète ou partielle, non prise en charge là, par la sécurité sociale. Par Et, exemple, tu dis. encore une fois, je peux pas inventer ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, clairement, on nous demande, en tout cas, on nous a imposé ces plafonds d'honoraires pour limiter la charge, entre guillemets, du dentaire en France, dont acte, la machine est en route. Ouais, mais une petite question sur le rebasage justement. Imagine, on doit faire un appareil complet à un patient. Ok, on extrait ces trois, quatre dernières dents, on répare son ancien appareil, puis après on fait un complet, puis 2, 3 mois plus tard, on se rend compte qu'il faut rebaser le complet. On peut recoter un rebasage 2, 3 mois après avoir réalisé un complet, ou est-ce Le, qu'il vaut mieux attendre? se pose la question du moment où tu as réalisé ton complet. Tu me dis que tu as enlevé les 3-4 dernières dents. Donc, le premier acte que tu vas faire, c'est un appareil de transition. Oui, oui. Quitte à faire un rebasage de ton appareil de transition pour le faire tenir 3-4 mois, le temps que tu aies une stabilisation de ta cicatrisation osseuse sous-jacente, parce que tu sais très bien que ta cicatrisation gingivale, elle, tu l'as sur un mois et demi. Oui, oui, oui. C'est le déport dans le temps de la réalisation de ton complet d'usage. Et ton complet d'usage, a priori, à partir du moment où tu l'auras réalisé 4 mois après, tu auras sans doute à faire un rebasage, mais pas tout de suite. Oui, mais si je fais un rebasage sur le complet d'usage, la nouvelle prothèse qu'on a livrée au patient, on peut dans la foulée, excuse-moi, mais pour forcer un peu le trait, on peut dans la foulée faire un rebasage, style un mois après, et compter un rebasage au niveau de la sécu, Objectivement, ça passe, sinon ça passe pas. objectivement, il va falloir le justifier. Et le Ouais. justifier, mis à part le fait que tu as fait ton complet peut-être un peu trop vite, Oui, ouais, c'est ça. c'est un souci, la Hmm. justification. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est D'accord? ça. Hmm. Tu n'aurais pas dû faire ce complet définitif Immédiatement. à ce moment-là. Tu aurais dû Ouais, faire c'est ça. tenir ton complet transitoire. Ouais, c'est ça. Tenir dans le temps, j'entends. Ouais, très bien. Ok. Parfait. Bon, on a fini sur l'adjointe. Je vois pas d'autres questions sur l'adjointe. Il y a une question sur la paro dont on évoquera à la fin, toute fin. En implantologie, Elie, quelques mots rapides sur l'implantologie. Les couronnes Vous m'entendez solidarisées. là? Oui, là on voit, c'est très bien. Ok, Oui. ça marche. Voilà, comme il est déjà 13h30, hein, il faut qu'on avance un petit peu plus vite, même si on peut. Donc en implantologie, les couronnes solidarisées, prothèse pleurale ou prothèse unitaire. Alors, Comment est-ce qu'on s'en sort? vous savez aussi bien que moi que la prothèse unitaire en implantologie, la couronne unitaire a son code, et la prothèse pleurale en implantologie répond exactement au même code que la prothèse pleurale en dentisterie dentoportée. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de prise en charge de la prothèse pleurale implantoportée en implantologie. La codification, je répète, la codification de la prothèse pleurale en implantologie répond exactement aux mêmes conditions et de localisation et de matériaux que la prothèse pleurale dentoportée, mais pas de prise en charge. Donc maintenant, comment savoir si on est en prothèse unitaire ou en prothèse pleurale? Dans ce que vous avez, sur ce que vous avez à l'écran, est-ce que, est-ce que les couronnes 25, 26, 27, c'est de la prothèse unitaire ou c'est de la prothèse pleurale?
Trucs et astuces, puisque c'est le mot de la journée, trucs et astuces qu'un gamin de 6 ans peut parfaitement comprendre. Vous comptez le nombre de jambes, 1, 2, 3 jambes, 3 implants, le nombre de têtes, 1, 2, 3 couronnes, autant de jambes que de têtes, vous êtes en prothèse unitaire. Donc la codification de mon bridge, de mes couronnes là-haut, c'est 3 fois ma codification de ma couronne implantoportée. Maintenant, en prothèse plurale, je compte le nombre de jambes, je compte le nombre de têtes, j'ai plus d'implants, j'ai plus de couronnes que d'implants, c'est que j'ai un intermédiaire quelque part, je suis en prothèse plurale, non prise en charge. Donc, dans l'exemple en question, la codification, puisqu'on est sur les codifications, c'est bien sur la codification HBLD 418 pour chacune des couronnes, que mes couronnes soient solidarisées ou non solidarisées. Ne me dites pas, oui, mais à un moment, ce n'était pas le cas. Effectivement, ça, avant 2010, ça a changé. Après 2010, ça a changé. On est en 2021. En 2021, HBLD 418, que mes couronnes soient solidarisées ou non solidarisées, on est bien sur de l'unitaire. Sur le tableau que vous avez ici dessus, comment vous avez à l'écran, quelles ont été les étapes de la réalisation de ce plan de traitement pour 3 couronnes 25, 26, 27. Il y a eu un guide radio qui a été codé. Ce guide est non pris en charge, MPC, non pris en charge en horaire libre. Un cone beam a été réalisé comme il a trait un traitement implantaire, lui aussi, il est non pris en charge. On aurait pu avoir une ligne supplémentaire qui est la transformation de mon guide radio en guide shear. Il y a une codification là-dessus, toujours non prise en charge. Si mes implants étaient enfouis, le dégagement de mes 3 implants, ça a une codification non prise en charge. Mise en place des piliers non prise en charge. Seul sur la réalisation de ce plan de traitement, les couronnes sont prises en charge. Ouais. Donc, qu'est-ce que, toujours je devance ta question Thierry sur les trucs et astuces, quels sont les actes de prise en charge que je peux utiliser sur ce type de traitement, donc qui sont potentiellement associables. Là encore, vous remarquerez les précautions oratoires, potentiellement, c'est-à-dire que ce n'est pas du systématique, c'est quand vous en avez besoin d'une part et quand c'est justifié d'autre part. Que ce soit un détartrage, que ce soit la mise en place d'un implant, vous devez être en mesure, et là je reprends ma casquette d'expert, de justifier l'ensemble des actes que vous réalisez. Et là, quel est le meilleur endroit pour collecter les données de ce que vous réalisez? C'est votre dossier médical. Et votre dossier médical, vous devez le construire exactement comme un dossier médical de chirurgien ou de médecin, à savoir en notant tout ce que vous réalisez, que ces actes soient codés, non codés, facturés, non facturés. En lisant le dossier médical, je dois être en mesure d'imaginer les séances que vous avez passées. Ouais, donc le guide chirurgical, par exemple, c'est un acte qui est présent dans la nomenclature et qui est en honoraire libre. Donc, le guide chirurgical ou la transformation du guide radio en guide chir. En guide chir. Ouais, voilà, vous pouvez ne pas transformer. Aujourd'hui, avec les matchs qui se font Conbeam et oui. Entre le Conbeam et le scanner oral. Ouais. Et le scanner oral, l'étape guide radio n'est plus forcément une étape qu'on peut utiliser. On peut réaliser direct un guide shear à partir du scan oral et du match avec le CBCT. Et donc là, il n'y aura pas de guide shear, il n'y aura pas de transformation de il n'y aura pas de guide radio, il n'y aura pas de transformation de guide radio en guide shear, il n'y aura qu'un guide shear élaboré à partir du CBCT. Absolument. Ce sera d'ailleurs, on en parlera dans un de nos prochains webinaires, les guides chirurgicaux, c'est même le prochain, on parlera à la fin. Voilà. Je fais du teasing en même temps. Dis-moi, Elie, pour finir sur l'implantologie, tout ce qui va être prothèse supra-implantaire, en particulier, avec les attachements, les locators, les barres d'Ackermann, etc., tout ça,
pareil, c'est honoraire libre. Alors, les choses sont très claires au niveau prothèse adjointe supra-implantaire. Euh, j'ai une codification qui s'appelle réalisation d'une prothèse supra-implantaire à châssis métal ou sans châssis métal, ou à base résine sur 8 à 14 ans sur le résine ou sur 1 à 14 ans sur le châssis métal. Et il est clairement précisé en conditions de facturation que cette facturation ne peut. La facturation, c'est à l'assurance maladie. Donc les conditions de remboursement sont uniquement pour agénésie dentaire multiple d'une part et séquelles de tumeurs de la cavité buccale d'autre part. Donc les prothèses supra-implantaires, adjointes supra-implantaires, ne sont pas prises en charge. Maintenant, au niveau de la réalisation de ces prothèses implantaires, se posent deux cas de figure. Mais les implants sont déjà en place. Vous allez effectivement réaliser une prothèse supra-implantaire en première intention. Donc là, la question ne se pose pas. Vos prothèses, qu'elles soient à châssis métal ou à base résine, ne sera pas prise en charge. Maintenant, vous envisagez la mise en place d'implants pour stabiliser une prothèse que vous réalisez ou que vous avez déjà réalisée. Si vous envisagez la mise en place d'un plan, le protocole, en tout cas la procédure standard là-dessus, c'est quoi? C'est je réalise ma prothèse complète ou partielle. À partir du moment où ma prothèse est correctement réalisée, j'en tire un duplicata, j'en tire un guide radio, un guide shear et je mets en place mes implants. Il est clair que cette première prothèse n'est pas encore supra-implantaire, elle va le devenir. Donc sa codification sera la codification résine ou châssis métal, que vous facturerez normalement. À la connexion entre vos implants et votre prothèse, vous avez une codification que vous utiliserez. Et la réfection, le renouvellement de cette première prothèse, elle sera obligatoirement une prothèse supra-implantaire puisque les implants seront déjà en place. Ok. Ok, ben, merci en tout cas pour cette partie implantologie qu'on termine. On retiendra dans les trucs et astuces la partie intéressante sur les actes qui ne sont pas pris en charge comme le guide chirurgical dont on a vu tout à l'heure. Les photos également, enfin l'examen photo, les wax-up numériques, enfin tout ce qui nous est enseigné aujourd'hui en réhabilitation prothétique implantaire ou non d'ailleurs. Voilà des éléments intéressants sur lesquels il faut être capable de jongler. Oui, je continue. On parle, il nous reste encore 5-7 minutes avant de finir les questions sur la CCM, puis il y a des questions aussi un petit peu générales. Donc juste rapidement sur les questions sur un point sur la CMU peut-être, qu'en est-il Alors, avec la prise en charge? je vais en parler, mais là, j'ai eu mon œil attiré par une petite icône rouge qui était sur mon écran, et j'ai une question de Michael. En Omni, peut-on coter une empreinte optique comme en bilan 3D, comme le font les orthos? Si vous faites une empreinte d'étude, votre empreinte étude, qu'elle soit optique ou qu'elle soit physique, peu importe, il n'y a pas de cotation pour les empreintes tout court, qu'on soit en ortho ou qu'on soit en omni. Pratique. Une empreinte d'étude est codable, encore une fois, si les conditions le justifient, mais la cotation que vous avez, c'est empreinte d'étude. Alors, pour répondre à la CMU, alors plutôt que CMU, d'abord, elle a changé de nom, c'est la C2S, complémentaire solidarité, santé solidarité ou solidarité santé, je ne sais plus dans quel ordre c'est, donc qui s'est mis en place là, d'ailleurs janvier 2021. En tout cas, la CMU a disparu officiellement en janvier 2021. Avant de parler des particularités CMU
je voudrais, pour commodité de langage, je vais continuer à parler de CMU. Je vais vous parler de la généralité, entre guillemets, entre la prothèse unitaire et la prothèse plurale. Et la prothèse plurale, pardon, j'ai perdu mon écran. Vous l'avez toujours à l'écran pour moi? Prothèse unitaire et plurale, oui. Ok. Donc, les codifications des prothèses, d'abord, en unitaire, est pris en charge une couronne. Ça, vous le savez aussi bien que moi, et ça, tout le monde le sait. En tout cas, c'est le premier tiret bleu. Si une dent ne peut être reconstituée de façon durable par une obturation. Ça, 100% des dentistes le savent. Ils ne codent pas forcément, mais ils le savent. Le deuxième point que j'ai souligné, ça, c'est peut-être moins su. Les couronnes à recouvrement partiel ne sont pas prises en charge. Je m'explique. On pose souvent, tu as fait référence au fait qu'il y a un certain nombre de praticiens qui ont suivi les formations, alors plus en présentiel qu'en distanciel. Le distanciel qui est en place depuis un an, mais le présentiel, il y a au moins plus de 3000 personnes qui sont venues. J'aurais pu faire un zénith finalement, m'écouter et surtout interagir en présentiel. Régulièrement, on me pose comme question, est-ce qu'une endocouronne s'est pris en charge? Et la réponse est clairement non, ça ne peut pas être pris en charge parce que le recouvrement n'est pas total sur une endocouronne. Ouais. Est-ce que la dent ne peut pas être reconstituée de façon durable? Elle répond peut-être à cette condition de prise en charge, mais pas à la condition de prise en charge de facturation dont les couronnes à recouvrement partiel ne sont pas prises en charge. Donc ça, c'est sur la prothèse unitaire. Sur la prothèse plurale, vous le savez, là encore aussi bien que moi, il faut au moins qu'un des deux piliers soit délabré pour que le bridge soit pris en charge. Une exception quand même, les bridges collés. Ils nous ont fait la grâce de ne pas devoir avoir des dents délabrées sur les bridges collés pour pouvoir les coder, en tout cas pour pouvoir les faire facturer à l'assurance maladie. Et là encore, les piliers de bridge à recouvrement partiel ne sont pas pris en charge, c'est noté, mais à la limite, c'est relativement superflu parce qu'aujourd'hui, en tout cas depuis la Convention 18, on a des bridges à recouvrement partiel qui sont les bridges Sore-Onley, qui sont clairement identifiés, qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. Que vous dire d'autre? Sur les prises en charge des unitaires. Les CMU, donc, ouais, les CMU, finalement, ça rentre. Il n'y a pas véritablement de modification, tu dis, par rapport à ce qui s'est passé en 2021? Alors, sur les CMU, par rapport aux CMU, les CMU sont ni des sous ni des surpatients. Et les conditions de prise en charge de la prothèse en général doivent, qu'on soit en CMU ou en droit commun, en patient non CMU, les conditions de prise en charge sont strictement les mêmes. Maintenant, ce qui va changer, c'est les paniers de soins auxquels dont bénéficient les CMU. Et encore une fois, avant de parler des CMU, puisque tu m'as fait rappeler les inécors fibrés, je t'en remercie. J'en parle tout de suite. Les conditions de prise en charge sont très claires au niveau de la CCAM. La prise en charge est limitée aux infrastructures coronoradiculaires métalliques. Vous oubliez couler, la diapo n'est pas la dernière diapo en date. Le couler a disparu, mais ce ne sont que des inécors coronoradiculaires métalliques. Mais tant coder un fibré, vous allez le coder exactement comme n'importe quel autre inécor. Sa codification dépendra de l'élément sous lequel il se trouve. Si l'élément sous lequel il se trouve est en panier libre, vous allez utiliser la codification inécor panier libre. Si la codification de l'élément sous lequel il se trouve est en RAC 0,
la codification de l'Inmécor que vous avez utilisé, c'est la codification de l'Inmécor RAC 0. Par contre, prise en charge, donc il faudra penser à décocher la prise en charge, pas de remboursement Sécu, pas de télétransmission Sécu, pas de plafond d'honoraires Sécu. À partir du moment où il n'y a pas de prise en charge, la notion de plafond et de remboursement tombe. Ouais. OK ? Ok. Ok, c'est clair. C'est clair. Le, sur donc les paniers C2S, les paniers C2S sont des paniers exhaustifs. C'est-à-dire ce qui n'est pas dans le panier, c'est pas pris en charge dans le cadre de la solidarité nationale. Encore une fois, C2S, c'est la solidarité nationale. Le patient, comme n'importe quel autre patient, a le droit de choisir son traitement si vous lui proposez des traitements qui ne sont pas dans le panier pris en charge par la solidarité nationale, et ben, vous lui facturerez vous deviserez d'abord, facturerez ensuite ces actes. Il vous réglera directement et comme il est en C2S, il bénéficiera quand même du tiers payant et du tiers payant sur le 100% du tarif de convention si l'acte est conventionné, ou 100% des honoraires si l'acte n'est pas pris en charge. Très bien. Bah écoute, c'est parfait. On est dans nos temps. Je suis content. Il est 47. On, on a encore 2 minutes pour évoquer des questions un peu plus générales. On a fait le tour avec toi et je te remercie vraiment pour cet exposé brillant sur les différentes nouveautés qu'on a depuis le 1er janvier. On a fait le tour entre l'implantologie, la prothèse, les trucs et astuces. Encore une fois, merci parce que je crois que c'est un peu ce qu'on recherche tous aujourd'hui par rapport à cette mise en place. Il y a une question là nous a été envoyée sur la paro en 2021. Est-ce qu'il y a des modifications par rapport à la codification de la paro en 2021 par rapport à ce qu'on a La connu avant? modification, Modification, hein. s'est fait sur l'assainissement essentiellement, Mhm. puisqu'on l'a. Alors les codes, je ne les connais absolument pas par cœur. Par contre, hop, je dois pouvoir je vais partager un élément sur mon écran. Je dois avoir sur mon vous êtes sur la. Prothèse supra-implantaire. Eh ben, voilà, vous voyez, je pensais. On est directement dessus. On est directement dessus. Voilà, l'assainissement. Vous voyez mon écran. Très Donc, bien. sur l'assainissement, on a 3 codifications selon que l'on réalise. Qu'on réalise un sextant, voilà, assainissement par eau sur un sextant, sur 2 sextants ou 2 sextants ou sur 3 sextants et plus. Oui. Les montants que vous avez, donc ce sont des montants qui sont des montants opposables pour qui, en tout cas, et qui s'adressent à qui s'adressent uniquement facturation, quelle que soit la technique, non associable dans les 6 mois à un acte de détartrage sur la même arcade que le sextant. Donc, vous ne pouvez pas coder un détartrage avant 6 mois après avoir réalisé un assainissement. Et ces 80 € qui sont opposables sont facturés à qui en tout cas sont pris en charge et opposables uniquement pour les patients diabétiques. Ouais. Et si vous réalisez ce traitement tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, sachez que ces 80 ne sont pris en charge que une fois par période de 3 ans. C'est-à-dire que sur toutes les autres séances d'assainissement, on est en non prise en charge par l'assurance maladie. Ok. D'accord ? C'est le principal changement. On avait un seul code d'assainissement, on en a 3 selon qu'on soit sur un sextant, 2 sextants ou 3 sextants et plus. Ok, Ellie. Formidable. Bah, écoute, encore merci. On a fait le tour des questions de nos participants.
On a fait le tour des questions également qu'on avait vues ensemble en préparant cette émission. C'était l'avantage de la préparer avec toi, c'est que voilà, t'as l'expérience, t'as quand même fait des centaines de conférences, donc forcément, il y a des questions qui sont redondantes. Donc j'espère en tout cas que ça a pu couvrir, en tout cas ça a pu donner envie à nos internautes ou éclairer un petit peu les connecter sur les questions qu'ils ont pu avoir. Et donc en tout cas merci pour cet exposé et cet échange. Il nous reste une dizaine de minutes, Ellie, alors voilà, pour nous partager un petit peu ta passion, parce que je ne sais pas si la CCM c'est ta passion, mais bon, Non, c'est ta compétence, on va dire. ma compétence, voilà. Voilà. Mais là, on va parler de ta passion et ça me tient à cœur parce que c'est vrai que cette idée qu'on a eue avec le laboratoire Cransera, mais j'en profite pour remercier encore une fois le laboratoire et en particulier Frédéric Rapp, le directeur du laboratoire, et Aurélie, la responsable marketing, parce qu'on a monté ce projet ensemble et je trouve que le projet est intéressant parce que ça se veut de la convivialité. C'était aussi pour moi une manière de nous montrer aussi sous un autre regard et de te faire découvrir toi-même sur un autre regard. Donc cette passion que tu as pour l'archéologie biblique hein, essentiellement, c'est-à-dire l'histoire finalement de la Bible antique, de la Bible moderne. Alors non, 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 Non. on n'est pas sur le côté biblique, on est plus sur une unité de lieu qu'une unité de temps. Biblique, tu le restreins à une période. L'unité de lieu, c'est ce qu'on va pouvoir appeler c'est ce qui s'appelle d'ailleurs le, Le le, croissant fertile. le croissant fertile, merci. Le croissant fertile qui va grosso modo de l'Irak actuel, la Mésopotamie, à l'Égypte. Et au milieu de ces deux grandes puissances qui étaient euh, à l'époque biblique et de l'Antiquité, l'Égypte d'une part les Assyriens d'autre part, il y a un tout petit pays qui s'appelle Israël depuis le début d'ailleurs. Je vais dire qu'il s'appelle aujourd'hui Israël, mais qui s'est appelé Royaume de Judée, qui aujourd'hui est Israël, sur lesquels les différentes populations de ce croissant fertile se sont affrontés. Parce que pourquoi se sont affrontés ici? Parce qu'il est beaucoup plus facile de faire la guerre en dehors de chez soi. On ne détruit pas ses récoltes, on ne détruit pas ses champs, on fout le bordel ailleurs et on ne va pas. On préserve sa population civile. Donc cette terre qui est Israël a été une terre de passage. Et bon, vous voyez, avec des déserts, avec des villes antiques. Et ce que vous découvrez là à l'écran, c'est des objets qui sont sortis à peine de terre et que des personnes que j'ai pu emmener dans des voyages ont eu entre les mains. Et si vous découvrez, vous allez voir les visages de participants à ces voyages, le visage de ces gens qui ont un objet qui a 2000 ans, 3000 ans entre les mains, vous allez voir l'illumination de ces visages. Là, on est sur des Excuse-moi, travaux. je t'interromps, mais ça veut dire qu'en fait, tu fais On fait partie, participer sur des fouilles effectivement. archéologiques et les gens, finalement, j'ai envie de te dire, avec petite truelle comme ça, vont gratter et vont trouver des objets. Alors, oui, oui et non. On l'a fait pendant un moment et je l'ai fait, moi, pendant une demi-journée en, en amateur et en fumiste. En amateur et en fumiste, ça veut dire quoi? Tu sais que, en tout cas en Israël, les journées commencent très tôt parce que le soleil se lève tôt et qu'il fait chaud assez rapidement. Les périodes quand il y a des sites qui sont à fouiller, ça commence à 5 heures ou 5 heures du matin, et à 5-6 heures et à 14 heures, tout est bouclé. On m'a demandé, on m'a accepté, pas demandé, on m'a accepté sur des sites de fouilles
J'y suis allé, c'était à Jérusalem, donc c'est un défi, des fouilles assez remarquables, assez riches émotionnellement. Mais je me suis pointé que vers 10 heures, pour en repartir que vers 14 heures, complètement erraté. Donc on l'a fait, on l'a fait un tout petit peu, mais ce que l'on fait, ce que je fais en tout cas à travers, tu as parlé de la Fondation Israël Archéologie, et aujourd'hui j'ai pris une part d'indépendance, à savoir qu'on a monté un fonds de dotation qui j'ai pris plein d'envol tout seul, sans être sous égide d'une fondation plus importante. Et on a, donc, au travers de la fondation que j'ai créée il y a 3 ans, 4 ans, on a construit un certain nombre de voyages, on a amené un certain nombre de participants à, à découvrir les merveilles archéologiques de ce berceau des trois grandes religions du livre. Et là, vous avez pu voir en boucle des sites aussi bien chrétiens, musulmans que juifs. Nos voyages ne sont pas judéo-centrés, mais sont vraiment euh, ouverts au plus grand nombre. Et on limite ces voyages à une trentaine ou une quarantaine de personnes à chaque fois. Et on découvre des sites absolument magnifiques comme celle-ci, qui est une synagogue balsamique, en granit en tout cas, dans le Golan. Là, ce que vous découvrez, c'est la bibliothèque du Musée des Antiquités israéliennes, et j'ai eu le privilège de toucher ces livres. Vous avez vu la conquête de l'Égypte antique, un livre qui date de Napoléon. Là, c'est un chantier de fouilles qu'on a pu visiter, et avoir entre les mains des objets qui sortent de terre et qui n'ont pas vu le jour depuis 2000 ans, ça a une vraie valeur. Laboratoire de restauration des mosaïques, là encore un autre chantier de fouilles, une mosaïque grecque, là, des chantiers, voilà, Betty, une amie, qui a entre les mains. Là, est-ce que je peux l'arrêter? Non, je ne peux pas l'arrêter. La pièce que vous avez vue entre les mains, parce que vous avez vu dans ses mains, c'est une pièce qui est la première pièce qui a été frappée d'une sourate. C'est une pièce qui fait partie du trésor des Fatimides, population musulmane. On est 800, 1200 après Jésus-Christ. C'est un trésor qui a été découvert au large de Césarée il y a 3 ans, 2500 pièces. Le frère Olivier, qui est un frère bénédictin, à Abu Ghosh, tout à côté de Jérusalem, le mur occidental, le Saint-Sépulcre, Oui. euh, des endroits absolument magnifiques, avec là un archéologue qui nous fait découvrir sa passion, parce que ce n'est pas que son métier, c'est son passion. Regardez ces visages totalement illuminés. Ouais. Voilà, Bah écoute, voilà ce que je peux franchement, dire sur cette passion, et en tout cas un élément nettement plus vibrant que la CCAR, très clairement. Et les vitraux de Chagall à l'hôpital de la Hadassah, ouais. dans la synagogue de l'hôpital de la Hadassah à Jérusalem. Oui, absolument. Voilà, T'as un panorama de photos juste extraordinaire. Ça nous donne ce envie de sont voyager. quelques toutes petites, vraiment un tout petit peu, tout à fait transparent. Je l'ai monté très vite hier soir en piochant dans la bibliothèque Voyage Israël Archéologie, et il y en a des centaines d'autres, tout aussi émouvantes, prenantes les unes que les autres, avec en souhait, en ambition de vous y amener, de vous y prendre par la main. Et je demanderai à Seram d'être mon relais là-dessus. Avec plaisir. Avec plaisir. Grand Il est 14 heures, Ellie. On avait dit qu'on ne dépasserait pas, donc on est obligé plaisir. de Parfait. terminer. J'ai vu des questions qui sont arrivées pendant que tu nous faisais partager et vibrer avec tes photos. Alors, je ne sais pas si on peut peut-être essayer en guise de conclusion, peut-être d'en répondre au moins à une ou deux Vas-y.
si tu peux peut-être les lire aussi. Alors, je sais, je te fais revenir sur le sujet Alors, central de la je conférence. reviens sur l'assainissement. Si c'est pas pris en charge, peut-on faire... En un Alors, mot, je reviens sur l'assainissement par eau. S'il n'est pas pris en charge par la Sécu, peut-on en faire un assainissement en moins de 6 mois? Vous avez le droit de faire absolument tout ce que vous voulez. Même l'assainissement, même il n'est pris en charge qu'une seule fois tous les 3 ans. En dehors de ça, si médicalement parlant, vous avez besoin d'un assainissement tous les 3 mois, vous facturez à votre patient, vous devisez, vous facturez à votre patient au rythme qui est le rythme de son besoin médical. Il ne peut être, il peut ne pas être possible de réaliser un devis de bridge sans mélanger les paniers. Alors, ah, j'ai perdu. Ouais, j'ai perdu la conversation. Ah voilà. Euh, le, mélange, peut-on réaliser un David Bridge? Oui. le mélange des paniers. Le mélange des paniers, il y a, il y a une cohérence. Il doit y avoir une cohérence dans vos devis. C'est-à-dire que ce n'est pas le devis qui ne doit pas mélanger les paniers, c'est les actes qui ne doivent pas être en incohérence de panier. Je m'explique. Si vous faites sur la 14 une couronne en rack 0 et sur la 15 une couronne en reste à charge en honoraire libre, tous les, toutes les étapes prothétiques, couronne provisoire, in-corps, devront être en rack 0 sur la 14 et toutes les étapes pré-prothétiques, couronne provisoire et in-corps devront être en rack 2, en honoraire libre sur la 15. Ce n'est pas le devis qui ne doit pas mélanger les paniers, c'est les cohérences des actes, des actes que vous réalisez sur chacune des dents. Ok, D'accord. ok. Bonjour et merci pour votre webinaire. Petite question, j'aurais besoin de votre aide pour mettre en relation vos propositions de couronne avec les codes. Une céramo monolithique correspond à quoi? Ouais, alors, d'accord. Alors, si je peux y répondre, et là, c'est du teasing que je vous fais. J'ai passé, je ne suis pas rentré dans les détails, mais au mois de mars, début mars, j'ai 3 Zooms qui vont être faits et je demanderai Sarah. à Cronceram de vous faire passer le lien de ces Zooms qui sont des Zooms payants. Mais je vous les ferai pas, vous les ferons passer. Et là, vous aurez la réponse à cette question en tout cas. Peut-on revoir ou faire envoyer un tableau des plafonnements? Pas de souci, je le transmets à Thierry qui pourra le transférer, il n'y a aucun souci. Ok. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Ellie. On a pris juste 4 minutes de retard, mais c'est bien. On est bien. On avait fini à l'heure. C'est vrai, C'est les questions, ils en voulaient. c'est vrai, C'est grand c'est vrai. plaisir. Mais je te rappelle que Kronsheim, c'est en Alsace, c'est du côté de Mulhouse, donc la précision, on y tient, et même dans les webinars, ça fait partie du cœur du métier, donc c'est aussi ça. En attendant, je te remercie encore vraiment pour cette disponibilité que tu nous as offerte aujourd'hui, et puis le temps que tu as donné aussi pour préparer, parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est du temps aussi pour préparer cet exercice-là. Je pense que c'était quand même un exercice un peu, peut-être un peu difficile finalement, c'est un petit challenge quand même, hein. Quand c'est faire tenir autant de choses en aussi peu de temps, ça laisse forcément, ça peut laisser des frustrations, on en est désolé, mais on a voulu brosser, effectivement, ça a été le choix, brosser et donner envie plutôt que faire des focus. C'est un choix, mais je pense que sur cette formule-là, en 1 heure, c'est un excellent choix. Bah, écoute, en tout cas, nous, c'était un plaisir, franchement, un plaisir de t'avoir parmi nous. Et bah, on espère se retrouver bientôt. Avec les Et voyages, avec dès qu'on des pourra voyages, voilà. voyager. Dans cette période-là, c'est important de Ouais. se faire plaisir aussi, de penser au voyage, tu as bien raison.
En attendant, moi je retrouverai tous nos participants le 14 mars pour notre prochain webinar. Ce sera un webinar qui sera justement centré sur le guide chirurgical. Pourquoi le guide chirurgical, les intérêts du guide chirurgical, le côté forcément sécurité que nous apporte le guide dans notre pratique quotidienne, encore une fois en tant qu'omnipraticien. J'aurai le plaisir de recevoir le docteur Philippe Lévy, qui est donc omnipraticien à Strasbourg et qui va nous parler justement du guide chirurgical et la manière dont il introduit, enfin dont il utilise le guide chirurgical dans sa pratique quotidienne. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite. Je reprends la parole 2 secondes. Oui, Dr Lévy va sûrement faire une magnifique présentation sur le côté clinique. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que alors, je vois en tant qu'expert toujours le côté obscur de la force, ou le côté sombre le côté sombre de la profession. Et malheureusement, quand ils sont du mauvais côté de mon bureau, et quand ils sont mis quand un praticien est mis en recherche en responsabilité par un patient, c'est toujours parce que ça a merdé. En tout cas, dans l'immense majorité des cas. oui, Et la loi de Murphy étant scalée, bah, on n'a pas forcément de guide radio, on n'a pas forcément de guide chir. Il m'arrive de ne pas avoir de radiologie du tout. Donc, le guide radio, le guide chir et la radiologie, bien sûr, qu'elle soit 2D ou 3D, font partie des éléments indispensables à la mise en place d'un implant qui soit, en tout cas pour la radiologie, unitaire ou qui soit plural. Alors, il est clair qu'on ne va pas faire un guide chir sur un unitaire. Et encore, et encore. pourquoi ne pas le faire Pourquoi ne pas le faire? Parce que souvent, les chirurgies guidées, elles se font en flapless. Et à ce moment-là, les guides, ils trouvent tout leur intérêt. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le côté médico-légal, en tout cas. La partie clinique, je suis sûr que le docteur Lévy va faire bien mieux que je ne pourrais faire. Bah, Voilà. formidable, tu as tout à fait raison. C'est vrai que ça fait aussi partie de notre pratique et c'est important. Et voilà, encore une des indications du guide chirurgical, c'est aussi de pouvoir avoir les meilleurs moyens de se défendre en cas de litige. Je comprends tout à fait le message que tu nous as délivré. Merci beaucoup. Rendez-vous donc vendredi 12 mars, même heure. On prendra un déjeuner, un café ensemble, un verre d'eau, ce que vous voulez. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne après-midi, un très bon week-end pour ceux qui ont la chance d'avoir fini leur journée de travail aujourd'hui. Et puis pour les autres, une bonne fin de journée et de bonnes consultations. Voilà, merci Ellie et au plaisir de te retrouver. Merci Thierry. À bientôt. À très bientôt. Bye Au bye. revoir.